C'est une petite rue étroite, parallèle au boulevard des Batignolles et à 2 pas de la place de Clichy. Je vous emmène aujourd'hui en balade du côté de la rue des Dames, dans le 17e arrondissement. La rue des Dames traverse l'ancien village des Batignolles. Très populaire autrefois avec ses immeubles de quelques étages, c'est une rue en pleine mutation. C'est devenu le nouveau territoire des noctambules, des amateurs de fooding et de commerce pointu. Une rue atypique et sympathique que je vous propose de découvrir dans ce nouveau numéro de Paname. Dans ce numéro de Paname, une recette chinoise, les délicieux dim sum à la vapeur, revisité par Michael Pétrosian. C'est une merveille. Ouais, c'est sympa. Hein. Bravo. Grâce à Arthur et Alexandre, vous comprendrez pourquoi un bon violoniste ne peut pas se passer d'un bon archetier. C'est simple, cet archer-là, je l'ai essayé, j'ai fait ça. Et j'ai su que c'était le bon. À la Grande Loge de France, Yvan découvre un héritage méconnu des francs-maçons. Une fois qu'ils ont bu, ils font tous retomber leur verre en même temps sur la table. D'accord, d'où l'expression boire un canon. D'où l'expression boire un Effectivement, canon. ça vient de la franc-maçonnerie. Ça vient de la franc-maçonnerie. Avec Frédéric Gersal, nous retrouvons l'atmosphère qui régnait autrefois dans ce quartier. Et sur ce territoire, c'était avant tout un territoire de chasse. Yvan commence sa balade autour de la rue des Dames par un petit café énergique aux caves populaires. Un bistrot qui reflète bien l'âme généreuse de ce quartier. Merci. On vient, on échange, on se rencontre, on s'aime, on se parle, on trouve du travail, on trouve des copains, on trouve de l'amour. Il y a des enfants des caves populaires. Des enfants qui portent même un nom, les bébés caves. Salut Joseph, bonne journée. Merci Yvan, bonne journée. Mais tout de suite, c'est à leurs parents qu'on va s'intéresser. Car à 2 pas d'ici, la bijoutière Aliénor Frolet propose aux futurs mariés une drôle d'idée. Fabriquer eux-mêmes leurs alliances. Bonjour Aliénor. Bonjour. Ça c'est ta production? Tout ça, c'est tout ce qui est un petit peu personnalisable. Là, c'est une proposition, par exemple, de bijoux que vous pouvez adapter. Donc là, par exemple, c'est du plaqué or rose, argent. Là, il y a des médailles que vous pouvez graver. Et c'est possible aussi de le faire, par exemple, en atelier. Donc tu n'imposes pas, tu suggères? Jamais, jamais. Je trouve qu'en fait, la valeur du bijou, elle est là aujourd'hui. On a beaucoup de bijoux à notre disposition. Et en fait, je trouve que l'idée de se dire qu'on a pu le personnaliser, mettre un peu de soie dedans, c'est ça qui donne la valeur au bijou. Et il est où l'atelier? Il est juste derrière la verrière, là. Ah bah oui, Voilà. évidemment. D'accord. C'est là qu'on fabrique. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Une jolie bague? Exactement. Un anneau, en fait, en Oui. métal. Donc au départ, c'est ça une bague? Exactement. Là, le but est de transformer ce bout de fil, ce ruban, en anneau. On va utiliser ce qu'on appelle cet outil, c'est un triboulet. Le triboulet va permettre, en fait, d'arrondir et de donner une préforme à l'anneau. Avec votre force, vous allez appuyer sur les 2 extrémités et me faire juste un demi-rond, un demi-cercle. Un demi-cercle. Un demi-cercle. Alors l'argent, la chance que vous avez, c'est que c'est un métal assez malléable. Ouais. Donc normalement, ça devrait aller. On commence à, vous voyez, avoir une forme. Là, c'est parfait. Là, c'est bien. Mais oui. Là, on est dans des bonnes conditions pour que la soudure puisse bien passer. Ok. Faites attention, c'est du bois. Oui, c'est... On va le laisser refroidir avant de le mettre dans de l'acide, en fait. C'est juste pour le décaper. Aliénor, tous vos clients Oui. qui veulent réaliser une bague font ces étapes. Ah, exactement. Et Oui. ce sont qui les clients alors? Alors, ce sont essentiellement des futurs mariés qui viennent fabriquer eux-mêmes leurs alliances, en fait. Chacun fabrique l'alliance de l'autre. D'accord. Donc voilà votre anneau sorti du décapage, en fait. Et soudé. Et soudé. Ok. Voilà, on fait le martelage maintenant. On va taper dessus avec ce qu'on appelle un petit marteau de sertisseur. Donc, voilà. Oh, c'est mignon. Voilà, exactement. Allez-y, n'ayez pas peur. Alors là, vous tapez pas sur la... Voilà. Et tournez. Tournez. Encore. Alors stop.
pense que c'est bon là, non? Ah bah oui. On vérifie. va regarder si vous êtes à la bonne taille. Allez-y. Ah ben voilà, parfait. Vous êtes à l'aise? Très bien. Ben, c'est mon premier bijou, ma première bague. Bah bravo, Fait main. C'est bonne moi qui l'ai première fait. fois. Exactement. Merci. Juste comme ça, Oui. j'imagine que ça coûte moins cher de le faire soi-même quand on veut faire ses bagues de fiançailles ou des bagues de mariage. Alors, ce qui coûte moins cher, c'est surtout d'avoir de la matière à me fournir. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le cours de l'or est très haut, ça coûte très cher. Et donc, du coup, effectivement, quand vous avez de la matière à recycler, c'est extrêmement... vous gagnez énormément à me ramener de la matière. J'imagine que si j'ai des bijoux de famille, je peux les apporter chez Complètement. toi. Ça, par exemple, ce sont des futurs mariés qui sont venus pour venir fabriquer leurs futures alliances. Et donc, du coup, ils me ramènent des bijoux de famille. Donc, ou les leurs, des anciennes médailles, des gourmettes, il peut y avoir des anciennes alliances, des boucles d'oreilles, des bijoux cassés, des chaînes. Vous prenez tout? Tout, même des dents. À partir du moment où c'est de l'or, moi je prends et on recycle. C'est une idée originale, Yago qui fait ça. Écoutez, je crois. Maintenant, l'idée de se dire qu'on a fabriqué l'alliance de l'autre, peu importe la matière, finalement, la valeur du bijou, elle est là. Génial, merci beaucoup. Merci. Aliénor, vraiment. Si la bonne moitié des noms de commerce commencent ou se terminent par le nom de la rue, qui se souvient vraiment de ces fameuses dames? Est-ce que vous savez pourquoi la rue des Dames se nomme la rue des Dames? Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de dames qui se promènent. Absolument aucune idée. Ça c'est bordel. Ah, des bordels. Pourquoi elle s'appelle la rue des Dames? Aucune idée. Il y a pas mal de prostitution, non? Pour résoudre cette énigme, Yvan n'a plus qu'un seul recours, son encyclopédie vivante, Frédéric Gersal. Ah, monsieur Gersal. Bonjour Yvan. Vous êtes enfin la bonne personne qui va m'expliquer pourquoi on dit la rue des Dames ici. Vous avez posé la question un peu partout? Ben oui. Oui, bah évidemment, les J'ai surprises. plein de réponses, Ah oui, différentes. j'imagine. Alors, ces dames dont on parle, ces fameuses dames, sont les dames de Montmartre, qui sont tout en haut là-haut. Oui, oui, L'abbaye de Montmartre, ce sont des bénédictines. Ah, c'est elle, les dames. Et alors, c'est un ancien chemin qui existait déjà au XVIIe siècle, qui venait de Monceau et qui partait jusqu'à Montmartre. Bon, c'était un territoire, au début, on a appelé ça les Batignolles. Eh bien, il y a plein d'histoires à raconter, évidemment, sur ce territoire historique. Je vais vous en raconter quelques pages. Rue Le Mercier, un petit peu plus haut. Venez, Allez, on va découvrir ça. On y va. Alors voilà, on vient de la rue des Dames, et là, on est dans la rue Le Mercier. Et ce que je voulais vous montrer tout de suite à l'entrée de cette rue Le Mercier, c'est cet immeuble. Oui. Alors, tout ça a changé, bien sûr, mais il faut vous dire que c'est là que François Le Mercier s'est installé, le premier sur ce territoire très vaste, parce qu'il y a créé ici une maison de santé, et c'est lui qui a laissé son nom à la rue. Souvent, Ouais. vous savez, c'était des promoteurs, c'était des gens qui c'est un s'installaient pour la médecin. première. Et là, c'est un médecin. Et pour quelle raison il a Ah, ben installé ça, une je vais maison vous de l'expliquer, mais un petit peu plus loin. Et cité Le Mercier. C'est là. Ah, ben on est au calme ici. Hein. Ah, alors ça donne dans la rue Le Mercier, mais nous sommes dans la cité Le Mercier. Ouais. Alors, accès difficile hein, pour ceux qui veulent visiter, c'est compliqué parce que c'est privatisé, évidemment, c'est privatif, c'est privé. Alors, on est sur le territoire des Batignolles. On en parle depuis un moment déjà. De quoi s'agit-il? Batignolles, Batilol, tout ça, l'origine sémantique est difficile à trouver. Au Moyen-Âge, il y avait une maison de campagne sur un très vaste territoire qui appartenait à ses sœurs, notamment, hein, ses sœurs de Montmartre. Et sur ce territoire, c'était avant tout un territoire de chasse. Les rois adoraient chasser. Ils avaient besoin d'exercice. Ils étaient à sang chaud et du coup, ils se retrouvaient sur des territoires où il y avait des cerfs, des sangliers et des lapins. Et je dis ça parce que tout à côté d'ici, il y a Clichy-la-Garenne. Ah oui, les lapins de Garenne. Et voilà, eh bien, il y a un rapport parce que la Garenne, ça désignait un endroit clos, un lieu de réserve de chasse, et notamment pour les petits lapins. Bref, ce territoire est un territoire campagnard jusqu'au jour où un homme s'aperçoit que l'air y est bon, y est sain. Ben oui, mais à l'époque, on était loin de la ville. Bon, il est sain ici. On est loin de la ville. Et du coup, il se dit, avec la butte Montmartre qui ferme l'accès au nord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent du nord qui vient vous refroidir, eh bien, du coup, l'air y est si sain que le docteur Le Mercier, le voilà, le fameux, le docteur Le Mercier a créé un établissement pour les gens souffrants, pour les malades, pour les personnes âgées qui avaient du mal à respirer en ville. Et voilà comment tout cela a commencé à se lotir. Il y a une petite plaque. Oui. Et qu'est-ce que vous lisez?
Jacques Brel a vécu ici. Et voilà, Jacques Brel a vécu ici. Lui, il arrivait de Belgique, il voulait avoir une petite chambre pour s'installer au cœur de Paris. Et figurez-vous qu'il a loué cette chambre tout au long de son existence. Ah bon, jusqu'à sa mort? Pratiquement, jusqu'à son départ pour les îles du Pacifique. Et il louait toujours la même chambre, comme un souvenir, mais à la fois aussi comme pour casser un petit peu peut-être la peur d'un jour de ne plus avoir un endroit où dormir. Voilà, et de ne plus avoir de succès. Donc on pense à ces chansons, évidemment, et c'est pour ça que je suis arrivé les mains vides, mais pour moi, j'aurais voulu vous apporter des bonbons ou peut-être des fleurs, mais c'est plus périssable. Alors je préfère les bonbons, Oui. c'est bien meilleur. C'est une très belle chanson. C'est ça du Jacques Brel. Alors Magnifique. voilà, ce lieu est idyllique. Et du coup, ça, calme, ça met, surtout, très calme, on y a pas sort de de la ville, voiture. on sort de la ville. On est bien là. Maintenant, direction la rue de Puteaux, où derrière les murs d'un ancien couvent se cache le siège de la Grande Loge de France. Visite guidée de cet endroit racheté en 1911 par les francs-maçons avec Emmanuel Marquis, son attaché de conservation. Alors ici, rue Puteaux, on héberge 15 temples. 15 temples. 15 temples, plus les 2 qui ont été aménagés dans la chapelle. On va dans le plus grand alors, c'est ça? On va dans la chapelle, qui est effectivement notre plus grand temple. Alors là, juste un petit détail, c'est ce Christ qui nous regarde Oui. et qui nous rappelle donc la première affectation des lieux en tant que couvent et lieux religieux. Ah oui, Et oui, donc c'est immense. c'est immense. Là, nous sommes dans la chapelle, dans ces volumes quasiment d'origine. On a tout conservé, les murs, les vitraux, tout est d'origine et c'est un bel exemple de réadaptation donc d'un lieu religieux pour un usage maçonnique. Et c'est pas un peu contradictoire ça? Non, pas vraiment. Des finalement. maçons dans un lieu religieux? Alors, la franc-maçonnerie n'est évidemment pas une religion, mais ici, nous sommes dans une obédience empreinte de spiritualité, donc finalement, ça a du sens. On s'est arrêté entre 3 colonnes. Qu'est-ce Oui. que c'est ça exactement? Alors, ici, à la Grande Loge de France, on ne pratique qu'un rite, c'est le rite écossais ancien et accepté. Le rite écossais. Écossais, ancien et accepté. Et ces 3 piliers que vous voyez sont une spécificité de ce rite. Donc, elles symbolisent la force, la sagesse et la beauté. Elles sont réalisées dans les 3 ordres architecturaux, dorique, ionique et corinthien. Et elles font référence à 3 officiers. Le vénérable qui s'appuie sur le premier et le second surveillant. Voilà pour la symbolique de ces piliers que vous ne retrouverez effectivement que dans les loges qui pratiquent le RE2A, le rite écossais ancien accepté. Alors Yvon, nous sommes ici dans l'atrium, qui est l'ancien cloître du couvent franciscain. Et c'est là que nous exposons nos trésors d'archives, d'objets de musée. Voilà. C'est le musée, oui, maison. C'est ce qu'on appelle le musée archives-bibliothèque de la Grande Loge de France. Oh, ils sont bizarres ces verres. Alors ces verres, oui, ce sont ce qu'on appelle des verres canons. Est-ce que vous connaissez l'expression boire un canon? Bah oui, je connais Est-ce bien. que vous saviez que ça vient de la franc-maçonnerie? Non, pas du tout. Eh bien, je vais vous expliquer. Vous voyez que ces verres ont une spécificité, c'est qu'ils ont un cul assez épais. Oui. Alors, quand on dit boire un canon, c'est que lors des agapes, les frères tirent des santées. Et il y a tout un vocabulaire militaire et toute une gestuelle qui se met en place. Donc le vénérable demande aux frères de charger leur canon de poudre ou blanche ou noire. La poudre blanche, c'est l'eau. La poudre noire, c'est le vin. Et ouais. il existe aussi la poudre fulminante, qui est l'eau de vie. Et après, donc, ils tirent la santé. Et une fois qu'ils ont bu, ils font tous retomber leur verre en même temps sur la table. Ah, donc et ça fait un gros bruit de canon. Et c'est pourquoi ces verres ont ce pied très épais pour éviter qu'ils cassent. D'accord, d'où l'expression boire un canon. D'où l'expression boire un Effectivement, canon. ça vient de la franc-maçonnerie. Ça vient de la franc-maçonnerie. Alors voilà, nous entrons dans la bibliothèque qui est aménagée dans le cœur de la chapelle et qui est la 2e bibliothèque ésotérique d'Europe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une histoire encore particulière, une petite histoire dans la grande histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, donc Vichy a fermé les obédiences, a installé des centres d'information et de documentation anti-maçonnique ici comme dans d'autres obédiences. Et les nazis, quand eux ont envahi la France, ils sont directement venus dans les obédiences. Ce qui les intéressait, c'est les archives. Ah d'accord. Voilà, ils Ils ont cherchaient... récupéré tout ça.
Voilà, ils cherchaient un secret ésotérique, donc ils ont embarqué des archives à Berlin pour les étudier et les analyser. Ils cherchaient un secret ésotérique. Ésotérique, peut-être le secret de la pierre philosophale, enfin, je pense qu'ils n'ont rien trouvé. Toujours est-il qu'ils ont embarqué nos archives, et quand la guerre a tourné en leur défaveur, ils ont caché ça dans des châteaux ou des fermes isolées en Pologne, tout comme les œuvres d'art qu'ils avaient spoliées, sauf qu'ils n'ont pas compté sur les Russes qui, eux, venaient de l'Est et qui ont découvert ces caches. Et eux-mêmes se sont dit « Oh, mais c'est très intéressant !» Et ils ont tout emmené en Russie et ça a disparu pendant 60 ans. Mais nous avons récupéré 90% de nos archives. Et dans ces boîtes Alors, russes, qu'est-ce ces qu'il y a, boîtes, alors oui, on a pu C'est-à-dire récupérer quelques anciens rituels. Voilà, vous voyez encore les Russes qui ont traité ces archives. D'anciens Wow. rituels, des manuscrits. Ça date de quoi? Du 18e? Oui, 18e, oui, tout à fait. Donc c'était des D'accord. rituels manuscrits qui ont été retrouvés dans un état de fraîcheur exceptionnel. Celui-ci notamment, vous allez voir, la fraîcheur des couleurs. Waouh. Grâce aux Russes, on a récupéré des archives dans un état exceptionnel. Ils savent conserver. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel. Mais écoutez, c'était avec Pour cette plaisir, visite Yvan. hyper intéressante. Je vous Merci, en je prie, quitte. avec grand plaisir. À Au revoir, bientôt. Yvan, bonne journée. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'inséparable partenaire du violon, l'archet, ne se fabrique pas chez un luthier, mais chez un archetier. À Paris, Alexandre et Arthur font partie de la poignée d'artisans à maîtriser cet art dont les Français sont, paraît-il, les grands spécialistes. Bonjour Arthur. Bonjour Yvan. Bonjour Alexandre. Bonjour Yvan. Ça va? Bienvenue. Merci. Alors pour moi, c'est une vraie découverte ce que vous faites. Parce que j'ai fait les luthiers de la rue de Rome, Ah oui. mais les archetiers, je ne savais pas que ça existait. Je me débarrasse parce que Oui, fait chaud bien chez sûr, vous. bien sûr. Hop. Prenez vos aises. Voilà. Alors Arthur, qu'est-ce qui fait un bon archer, un archer d'exception d'un archer courant, classique? Alors ce qui fait la différence, c'est essentiellement le travail. Pour un musicien professionnel, il faut un archer qui soit bien conçu, qui soit fait avec une intention. Et pour ça, c'est l'expérience de l'archetier qui permet d'obtenir le résultat escompté, quoi. D'accord, donc c'est d'abord il faut une rencontre avec un musicien, j'imagine. Vous ne faites pas un archer comme ça. C'est une rencontre, oui. Oui. Il faut prendre le temps. Et puis il y a une partie très psy quand même chez les musiciens. Hein. Il faut les rassurer, il faut leur dire que ça va bien se passer, non? Je ne sais pas, il n'y a pas un peu Quand ça, on non? fabrique un archer pour un musicien, ça va forcément bien se passer. Bah, tant mieux, oui, oui. Et vous faites tout hein, ici, vous êtes capable de tout faire, de sculpter, de Nous, faire la baguette. On part d'une planche, on part d'une baguette brute, comme ça. Ouais. Et puis, on va obtenir un archer fini. Il faut un bois bien spécifique, qui est le pernambouc. Ça c'est obligatoire, il faut avoir ce bois-là pour faire. Alors, c'est Des ce archers. bois-là pour les archers modernes. Mais ensuite, il y a on peut utiliser d'autres bois pour faire les archers. On peut utiliser du bois d'amourette. D'amourette, j'adore les noms. Hein. Et ce bois-là est utilisé aujourd'hui exclusivement pour les archers dits baroques ou classiques. Ah donc le bois est important pour. En fonction du modèle. En fonction du style Et du d'archer. répertoire. Là, il faut combien de temps pour réaliser un archer de cette gamme-là? Alors un archer entièrement fait à la main comme on le fait chez nous, il faut compter l'équivalent d'une grosse semaine de travail. Ça souffre de quoi un archer? D'usure essentiellement. Parce que ça frotte quand même. Et imaginez un musicien, combien d'heures par jour il travaille. Ouais, C'est ouais. comme un sportif. Hein. ouais. On parle toujours des sportifs qui s'entraînent, qui font plein d'entraînements, mais un musicien, c'est pareil. C'est dans sa chambre, mais il s'entraîne des heures par jour. Donc les outils, ils s'usent. Ouais. Pareil, hein, comme les baskets. J'imagine que ça vaut un petit peu d'argent, non? Il faut compter entre 3 et 4 000 euros pour un archer monté argent. Ah ouais. Si c'est un archer monté or, forcément ça peut être plus cher. Ah ouais, bah, je vais en prendre une douzaine alors. J'aimerais bien moi, voir comment on prépare une mèche. Comment ça se Ça, fait? on va demander à Alexandre, il fait ça très bien. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Là, je prépare les taquets de hausse. Des taquets de hausse. Taquets de hausse, c'est des petits bouts de bois blanc en hêtre qui viennent coincer la mèche, alors dans la hausse et pareil dans la tête. Parce que tout doit être démontable sans abîmer les intérieurs. Il faut combien d'années pour arriver à maîtriser ce savoir-faire? D'un archer, faut compter 6 ou 10 ans. Après, ça dépend des tempéraments. Ah oui, l'apprentissage est long quand même. Et voilà, c'est juste le petit taquet comme ça, sans colle, Sans rien. juste en force. Mais pas trop de force, parce que c'est quand même fin.
Oui, il ne faut pas casser. et qui doit tenir la mèche pendant toute la saison. D'accord. Donc là, ça va, c'est bon. Bah, j'espère. Je crois qu'il y a un client qui arrive là. Bonjour Arthur, ça va? Bonjour. Je suis pas là, moi. Je D'accord. juste que je regardais. Thibaut. Enchanté, Thibaut. Client, alors, de la maison? Oui, depuis pas mal d'années. Donc vous venez chercher votre archer, c'est ça? Exactement. Il avait un petit peu bougé, donc on l'a remis dans le droit chemin. Et Thibaut va vérifier que tout va bien. Donc pour un musicien professionnel, il faut plusieurs archers. Ah, c'est mieux d'avoir plusieurs archers, oui. Oui. Que ce soit pour une question de répertoire ou pour pouvoir se séparer d'un archer pendant quelques jours. Super. Bon, mais très bien. Allez, C'est parfait. nickel, comme d'habitude. Donc c'est un rapport assez particulier quand même entre le musicien et son archetier. On est vraiment dans une confiance absolue. Ça c'est important, c'est le mot, confiance. Oui. Oui, surtout que du coup, je sais qu'il connaît mes goûts, que je connais son travail, et du coup, voilà, ça prend vraiment peu de temps parce qu'il n'y a pas à discuter, c'est nickel. Et puis c'est un instrument quand même très 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 précieux, il faut faire super attention à ça. Non Oui, oui. On n'achète pas une dizaine dans sa vie, non? Non, ça généralement on les garde quand on a trouvé le bon. C'est simple, cet archer-là, je l'ai essayé, j'ai fait ça, et j'ai su que c'était le bon. Et avant, vous en aviez essayé plein d'autres? Oui, pas mal, ouais. Et ça va. Ah, il y avait justement des défauts d'équilibre, de nervosité, de faiblesse, de choses comme ça. Et là, c'était exactement ce qu'il fallait pour ce violon-là. C'est vraiment un ensemble. C'est-à-dire qu'un violon peut sonner complètement différemment avec certains types d'archers. Et il y a des instruments qui se complètent. Enivré par la musique, Yvan se dirige vers un autre maestro, mais de la cuisine cette fois. C'est chez Youm, dans son 3e restaurant parisien, que Michael Pétrosian partage avec plaisir sa passion des dim sum, les raviolis chinois. Salut Mickaël. Salut Yvan. Qu'est-ce qu'on va réaliser là? Alors on va réaliser des dim sum. Comment on fait alors? Alors donc tu prélèves un petit peu de ta pâte que tu roules en fait avec ta main pour faire une petite boule. Et tu commences en fait ensuite à l'étaler avec le plat de la main. D'accord. Et après, tu te saisis de ce couteau qui est impressionnant, mais qui ne coupe pas, en fait. C'est uniquement pour étaler la pâte. Et après, avec un geste comme ça... Et on prend pas ça à un rouleau, par exemple? Alors, on peut le faire au rouleau, mais ça, je te montre vraiment la technique traditionnelle. D'accord. Alors, c'est mieux quand tu es debout, parce qu'il faut que, normalement, tu appuies un peu avec le poids de ton corps pour pouvoir vraiment lui donner la forme la plus ronde possible et la plus fine possible. La plus fine possible. Oui. Mais il faut quand même que ça tienne. Exactement. C'est là où ça devient Ah compliqué. oui, je comprends l'intérêt du couteau. Il faut, C'est voilà, pour décoller. ça permet de décoller. Bah, je vais essayer, non? Avec plaisir. Alors, hop, je prends ta place. Je te laisse faire. Voilà, tu étales comme ça. Oh là, ça colle là. Effectivement, il faut bien appuyer sur le corps. Il faut bien appuyer. Alors, c'est pour ça que normalement, on fait ça. Oh là. Ouais, mais pourquoi c'est pas rond, hein? Parce qu'en fait, pour que ça soit rond, il faut appuyer tout le temps dans le même sens et faire une pression en fait à certains endroits. Bon, ça mais sera un dim sum. voilà, oui, mais il faut ça innover. se mange quand même. Dis-moi, mais t'as appris ça où, l'art du dim sum? Alors moi, j'ai appris Du ça dim sum. des dim sum. J'ai commencé en Chine à aller voir dans les cuisines des restaurants. Parfois, on m'accueillait, parfois, on m'accueillait pas du tout. Ils voulaient absolument pas. Ah ouais? Donc, c'était compliqué. Mais il y a certaines personnes qui m'ont montré. Et puis après, j'ai complété mon apprentissage en Angleterre. Donc à l'intérieur, on met la farce. À l'intérieur, en fait, tu mets la farce et tu plies après le dim sum comme tu le souhaites. Il y a différents pliages. Je voulais te montrer un dim sum qui fait fureur en ce moment aux États-Unis. C'est un dim sum en fait avec de la soupe en fait à l'intérieur. De la soupe? Alors de la soupe. Alors je vais te montrer. J'ai préparé un bouillon de volaille que j'ai liqué. Et l'objectif, ça va être de mettre ça dedans, de le faire cuire. Et une fois qu'il va être cuit, la gelée va tomber et ça va devenir un liquide. Mais je le mange comment? Avec une paille. Ah d'accord. D'accord. Et on mange pas ça, évidemment. Et on ne mange pas la pâte, non. D'accord. C'est vraiment, la pâte ne sert que de récipient, exactement. C'est une rue qui est quand même en train de devenir aussi une autre rue du fooding à Paris, non? Exactement, il y a pas mal de choses qui sont ouvertes. Il y a même Aprimi qui est à côté. Il y a des bistrots comme Garogori qui sont assez sympas. Et il y a Youm maintenant. Et maintenant, il y a Youm. Youm, ça veut dire?
Yum, ça veut dire, alors c'est la première partie de Yum Cha. Et Yum Cha, c'est le fait de manger des dim sum en buvant du thé. En fait. Ok. Voilà, donc là, j'ai ma pâte qui est un peu qui est étalée. Alors il faut la garder volontairement un peu épaisse. Ouais. Après, on va prendre ça. Ça, c'est un jus de viande qui va permettre de donner du goût en fait, à l'ensemble quand on va le boire à la paille. Voilà. Et ça, après, je me saisis de cette petite boule gelée. Et là, je plie le dim sum. Ah oui, là, c'est autre chose. Comme un petit panier pour bien enfermer ma soupe. Et tu vas voir, après, on va le mettre avec la paille et on va pouvoir boire le bouillon à l'intérieur. Donc, voilà. Bon, ils sont beaux quand même, non? Transparents, bien cuits, ouais, c'est ça. Non, c'est une merveille. Ouais, c'est sympa, hein. Bravo. Ouais, bravo. Mais on va se quitter. On a passé une formidable journée ici, rue des Dames. Mais je vous invite à voir ou revoir cette émission sur france3.fr, à venir aussi me parler sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Et je vais goûter à ça, là. Fais attention, prends-le doucement. Voilà, il faut absorber le... Ah ouais. Oui, là, c'est la soupe. C'est la soupe. C'est l'heure de la soupe. C'est l'heure, exactement. Et bien sûr, les bons plans de la rue des Dames. Avant de vous dire oui pour la vie, grâce aux ateliers perchés, vous pourrez transformer vos bijoux de famille en alliances. Après une visite à la Grande Loge de France, les francs-maçons n'auront plus de secrets pour vous. Visite sur rendez-vous le 3e vendredi de chaque mois. Et enfin, épatez vos papilles avec les dim sum de Michael Pétrosian chez Yum.